Bonjour à toutes et à tous encore une fois, donc enchanté de vous retrouver pour cette session dédiée au référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, de tout comprendre sur sa mission et sur ses, euh, j'allais dire, interventions. Donc, me concernant, puisque je suis nouveau dans la boutique, eh bien, je suis un consultant spécialisé en santé sécurité au travail, plus généralement évidemment en droit social, mais effectivement avec cette casquette de CSE, représentant du personnel, matière santé sécurité. J'assure aussi les formations euh, économiques, mais plus généralement toutes les formations en corrélation avec le CSE. Donc, j'ai eu parcours juridique et sciences politiques, puisque j'ai eu la chance ou la malchance de travailler à l'Assemblée nationale pendant un temps, donc je connais bien les tribulations d'ordre législatif et réglementaire. J'ai travaillé au ministère du Travail, et puis aujourd'hui, je suis dans le pur juridique, et donc je dispense des formations en droit social depuis l'année 2008 en total. Donc, voilà, une certaine expérience et j'espère que je saurai vous apporter toutes les clés et toutes les spécificités pour appréhender encore un peu mieux la question donc, du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Alors, effectivement, deux approches qui nous attendent aujourd'hui et on va tout de suite rentrer dans le vif si vous le voulez bien, puisque il y a énormément de choses à voir sur cette question. Donc, moi, j'ai décidé, alors vous le voyez à l'écran, d'aborder la forme on va dire, relativement simpliste et éphémère de la question du référent du harcèlement sexuel et agissement sexiste dans les entreprises. Qu'est-ce qu'il est? D'abord, premièrement, d'où vient cette notion, qu'est-ce qui s'y passe clairement avec cette question du référent? Et puis, en deuxième temps, quelles sont ses missions hein, dans l'entreprise? Quelles sont les missions qui sont les siennes dans les entreprises? Donc, on va expertiser en deuxième temps les missions purement et je rentrerai dans la technique. Alors, j'ai été également saisi d'un certain nombre de questions qui m'ont été relayées préalablement et je vous en remercie. Hein, et donc, ces questions seront vues au fur et à mesure. Alors, cependant, je réponds tout de suite à l'une d'elles qui m'avait interloqué. Est-ce qu'il sera vu également la question du harcèlement moral? Non, non pour deux raisons. Premièrement, parce que le référent harcèlement moral n'est pas obligatoire. Il est toujours la bienvenue. D'ailleurs, l'inspection du travail avait considéré que c'était un manque pour les entreprises, justement, de ne pas avoir ce référent harcèlement sexuel, agissement sexiste et harcèlement moral en concomitance. Donc, bon, voilà, le choix avait été fait de saucissonner la matière. Bon, donc ça ne sera pas vu aujourd'hui. Cependant, j'imagine, et ce sera sans doute l'un des points d'actualité futurs avec Agathe que nous travaillerons, que nous reprendrons à un moment donné cette notion de harcèlement moral qui est un sujet très explosif, mais également extrêmement ramifié. Et donc voilà, il y a des spécificités qui ne pourront pas, malheureusement, faute de temps et faute d'organisation pour le jour, de le faire. Mais ça ne saurait tarder, bien sûr. Alors, pour commencer, parce que bah, finalement, si on parle de référent, il faut peut-être aussi déjà comprendre qu'est-ce que le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, parce que c'est la base, hein. Référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, référence d'une chose, mais faut-il comprendre ce que c'est que la notion de harcèlement sexuel et agissement sexiste? Donc déjà, si vous le voulez, et je vais essayer d'être le plus pragmatique et efficace possible, euh, pour le coup, je ne vais pas pouvoir aller très loin dans l'expertise, mais je vais faire le plus simple du monde. Alors, qu'est-ce que le harcèlement sexuel au travail en France? Alors, le harcèlement sexuel, il faut tout de suite vous dire que, il y en a deux. Hein, si on veut essayer de résumer le harcèlement sexuel en deux, enfin, plus rapidement possible, il faut dire qu'il y en a deux. Il y a deux. Alors, si on parle de texte, on parle des articles 153-1 alinéa 1er et article 153-1 alinéa 2 du Code du travail qui exposent la théorie du harcèlement sexuel. Alors, le harcèlement sexuel, le premier, celui qui est le plus connu, le plus, comment dire, incisif, c'est celui d'ailleurs qui nécessite qu'un seul cas pour être sanctionné, alors que harcèlement, pardonnez-moi, ça veut dire multiplicité, ben pas là. Pour le harcèlement sexuel, niveau 1, harcèlement sexuel de l'article 153-1, alinéa 1er, un seul cas se suffira. Eh bien, de quoi on parle? Ben, on parle du chantage à connotation sexuelle sur le lieu de travail. Hein, puisque le chantage en lui-même déjà est interdit au travail, mais le chantage à connotation sexuelle, évidemment, c'est le degré encore supérieur. Et là, pour le coup, c'est celui-là qui est le plus explosif, le plus incisif. C'est celui qui nécessite la sanction instantanément, même sans, bien évidemment, répétition. Hein. Il suffira d'une seule fois pour que la sanction tombe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le chantage à connotation sexuelle? Eh bien, le chantage à connotation sexuelle, ce sera bien évidemment toujours la même chose. Les cas le plus classique et le plus illustratif, c'est le fait de demander finalement, je ne sais pas, des congés ou une augmentation et pour l'obtenir, eh bien, avoir recours à une coucherie, par exemple. Hein, c'est le cas le plus illustrant, mais ce n'est pas que ça, hein, évidemment. En jurisprudence, on a divers cas. On a le fait, en contrepartie à connotation sexuelle, bah, le fait de demander d'arborer des tenues particulières, de répondre à des questions d'ordre intime, euh,
de sortir également dîner. Le débat avait été offert parce que finalement, sortir pour dîner, ce n'est pas à connotation sexuelle, mais il avait été exigé derrière qu'il y ait une suite. Et donc, c'est comme ça qu'on est tombé dans le travers du harcèlement sexuel. Donc, ou alors, effectivement, aussi le baiser. La jurisprudence en question, c'est le fait de faire un baiser sur la joue, ce qui n'est pas en soi gravissime, un baiser sur la joue, mais pourtant, parce que c'est la soumission qui va s'appliquer, eh bien, on va parler de harcèlement sexuel, article 153-1, alinéa 1er. Donc, c'est le principe de chantage à connotation sexuelle sur le lieu de travail qui s'apparente à du harcèlement sexuel. Alors, je me permets quand même de faire une remarque qui n'est pas des moindres, puisque dans le cadre d'un CSE, il faut quand même comprendre que le jour où vous avez à détecter une situation donnée, bah, évidemment qu'il y a une histoire de preuve qui n'est pas évidente. Alors, je rappelle que la preuve, elle a évolué ces derniers temps, hein. Vous savez que bon, le harcèlement a toujours été un délit pénal, donc fondamentalement, il y a toujours moyen de rapporter la preuve la plus déloyale qui soit aussi. Hein, si vous enregistrez à son insu, je rappelle que c'était plausible puisque c'est un délit pénal, parce que devant la juridiction pénale, l'administration de la preuve peut être faite par tout moyen, donc il était possible de pouvoir enregistrer quand on allait au pénal en tous les cas. Mais aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a eu un renversement de charge de preuve et de loyauté dans la charge de la preuve, puisque aujourd'hui, même dans le domaine civil, dans le domaine prud'homal ou devant le droit du travail pur, il est plausible, bien sûr, de pouvoir disposer et jouir d'une preuve qui serait considérée comme déloyale, mais dans la mesure où on va protéger un salarié, eu égard à un harcèlement, qui est quand même un phénomène grave dans l'entreprise, et bien dans ce cas-là, parce qu'il y a ce bénéfice-risque qui est apposé entre, certes, une loyauté de preuve peut-être à revoir, un enregistrement à son insu, hein, c'est quand même une preuve déloyale, mais d'un côté, c'est une preuve déloyale pour apporter la preuve d'une faute comportementale. Ben, la faute comportementale qu'on appelle harcèlement, évidemment, elle ne laisse pas place au cadeau, elle ne laisse pas place à la tergiversation. Donc, de fait, il est évident, et vous l'avez compris, qu'à ce moment-là, fondamentalement, on va aller plus loin. D'accord? Donc, gardez ça en tête hein, quand même sur cette notion de harcèlement. La notion de l'administration de la charge de la preuve, elle a beaucoup évolué, elle a évolué significativement et donc aujourd'hui, c'est intéressant de le savoir. Alors ça, c'est le harcèlement sexuel niveau 1, hein, article 153-1, alinéa 2, alinéa 1er, pardon, article 153-1, alinéa 1er. Il existe un deuxième harcèlement sexuel, c'est celui qui est le plus courant d'ailleurs, puisque c'est le phénomène qui met mal à l'aise le collaborateur ou la collaboratrice parce qu'il y a des situations à connotation sexuelle ou pornographique qui sont malaisantes. Alors, de quoi on parle à proprement parler? Eh bien, si on reprend un peu les exemples les plus courants, bien sûr, c'est la célébrissime histoire drôle à connotation sexuelle sur le lieu de travail. Ce sera évidemment aussi la question des accolades appuyées. Alors, la Covid a énormément de négatifs, a eu énormément de négatifs. Mais alors là, pour le coup, il y a un côté positif à la Covid, c'est que normalement, dans les entreprises, c'est mis en place une sorte de distanciation sociale automatique et ça évite les accolades appuyées. Donc, quelque part, c'est un des côtés positifs du sujet. Aujourd'hui, grâce, si je peux me permettre de dire ça, grâce à la Covid, on a pris le temps aujourd'hui d'avoir une sorte de distanciation sociale qui évite ces accolades appuyées. Hein, on parlait notamment de la main posée sur l'épaule, la main posée sur les hanches lors d'une embrassade de salutation du matin qui était considéré comme malaisant et qui était donc du harcèlement sexuel niveau 2. Vous avez bien sûr aussi la question des regards insistants, le regard insistant dans toutes ses formes, hein, c'est-à-dire aussi bien le fait de porter une attention particulière à une partie génitale du corps, mais ça peut être aussi le fait de rapidement regarder quelqu'un de haut en bas et qui peut mettre évidemment mal à l'aise la personne qui est prise à ce moment-là. Ça peut être aussi bien sûr le harcèlement sexuel de tendance, l'image à connotation sexuelle ou pornographique qui met mal à l'aise. Alors ça, c'est un sujet effectivement très lourd, parce que le harcèlement sexuel de tendance, hein, l'image à connotation sexuelle ou pornographique, alors on pense à quoi? Alors on pense notamment aux calendriers à connotation sexuelle qui ont connu un essor particulier il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui on pensera aussi bien sûr à la tenue vestimentaire malaisante ou malfaisante et qui aurait une connotation sexuelle ou pornographique. Hein, on a un cas de figure de ce type, par exemple, l'affaire dite du crop top hein, dans l'éducation nationale et puis après dans le monde de l'entreprise, qui a montré cette notion donc de harcèlement sexuel de tendance, l'image de connotation sexuelle ou pornographique. Et donc, vous l'avez compris, même sans le vouloir, après, le débat est posé, mais même sans le vouloir, en portant une tenue, on peut mettre mal à l'aise des collaborateurs et créer un phénomène de harcèlement sexuel au travail. Enfin, un dernier élément sur le harcèlement sexuel qui n'est pas à oublier aussi, c'est les cadeaux nombreux et gênants en dépit de refus. Ça aussi, il faut le rappeler que dans le monde de l'entreprise, ça peut être aussi le fait d'offrir des cadeaux multiples et euh, additionnés, alors que ben, la personne, évidemment, se défend en disant non, non, surtout pas, j'en veux pas, laisse-moi tranquille, etc. Donc, le harcèlement sexuel, là, le niveau 2, celui que je vous ai évoqué,
l'article 1153-1 alinéa 2, ce sont des situations qui mettent mal à l'aise, mais qui, en revanche, là, pour le coup, vous l'avez compris aussi, nécessitent une répétition. Donc, on est purement dans la notion du harcèlement. Harcèlement égale répétition. Autant niveau 1, le chantage à connotation sexuelle, un seul cas se suffit, mais autant la situation du harcèlement sexuel dans le niveau 2, il faut une répétition pour aller sur la sanction. Alors, grosso modo, hein, et pour aller vite, bien sûr, après, il y a un peu de spécificité technique, mais là, il faudrait rentrer en expertise concrète, mais gardez quand même en tête que dans les grandes lignes, le, comment dire, le harcèlement sexuel niveau 1, celui qu'on appelle le chantage, donne lieu quasiment à la majorité des cas à un licenciement. Alors que lorsqu'il est question de chantage alors que quand il est question, pardon, de harcèlement sexuel plus proportionné dans l'article 153-1 alinéa 2, quand vous mettez mal à l'aise des collaborateurs eu égard à des considérations d'ordre sexuel ou pornographique, il va falloir une certaine répétition. Je prends un exemple, si vous racontez une histoire drôle au travail à connotation sexuelle, il est évident que vous n'allez pas vous prendre un blâme ou une mise à pied en automatique, ce qui est normal. Je veux dire, non pas que ce n'était pas acceptable, mais c'était qu'en l'occurrence, on ne va pas non plus aller sur la sanction la plus grave pour cela. Donc évidemment que c'est mesuré, proportionné en fonction des situations in concreto. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo dans les grandes lignes du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste, qui d'ailleurs doit être une sorte de piqûre de rappel parce que, sauf erreur de ma part, le sujet a été traité il n'y a pas très longtemps déjà. Mais voilà, au moins ça rééquilibre les forces en présence. Et quelques mots peut-être sur les agissements sexistes, hein. Donc, qu'est-ce que l'agissement sexiste? Eh bien, c'est le stéréotype orienté négativement eu égard à un sexe d'une personne, hein. Donc le stéréotype négatif eu égard à une considération de sexe, hein. Alors évidemment, ce sera là aussi les histoires drôles à connotation sexiste, donc dégrader ou dénigrer la jante féminine ou masculine en fonction du sexe. Ça pourrait être aussi les incivilités en raison du sexe, c'est-à-dire couper la parole à une femme ou à un homme en raison de son sexe, remettre en perspective ou en doute le diagnostic d'un homme ou d'une femme en raison de son sexe. Ça pourrait être aussi le fait d'empêcher de prendre la parole, donc pas couper, mais empêcher carrément la prise de parole d'un homme ou d'une femme en raison de son sexe. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle du sexisme, c'est des incivilités en raison du sexe. Ça peut être aussi la critique d'une femme parce qu'elle ne serait pas féminine ou un homme parce qu'il ne serait pas viril. Ce sera aussi le fait de souligner uniquement des caractéristiques de sexe sur une personne plutôt que de mettre en avant ses caractéristiques professionnelles. Ce sera par exemple en jurisprudence, on a le cas d'avoir mis en avant la minutie, la douceur d'une collaboratrice, alors que évidemment qu'elle avait d'autres qualités substantielles au travail et qu'elles étaient à mettre en avant prioritairement. Ce sera aussi bien sûr les supputations de charges de famille, hein. Connaît tous cette phrase mythique, on est, alors je prends l'exemple, hein, mais c'est par exemple la situation pragmatique où vous avez effectivement un propos, le télétravail, le mercredi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, tu as peut-être tes enfants à charge. Je rappelle que ça, c'est de la supputation pure qui d'ailleurs se transforme à ce moment-là en du sexisme. Alors, le sexisme, hein, sur les charges de famille, alors peut-être zoomer sur cette partie un peu particulière, mais je vous rappelle que le sexisme sur les charges de famille, c'est lorsque l'on suppute quelque chose. Ce qui n'est pas pareil que lorsque l'on... C'est pas la même chose que quand on évoque la réalité, hein. Évoquer la réalité, je prends un exemple, si une ou un salarié dit le mercredi, il faut me laisser tranquille à partir de 16 heures, j'ai mes enfants avec moi et je préfère être tranquille à la maison, c'est sûr que si le manager reprend la même formule 2 ou 3 jours plus tard, il n'y a pas de faute. Maintenant, si le manager n'a jamais eu l'information que cette collaboratrice avait des enfants, quand bien même il en avait l'information, elle ne lui a jamais dit laisse-moi tranquille le mercredi à partir de 16 heures, s'il a l'audace de lui dire écoute, j'imagine que le mercredi à partir de 16 heures, tu es plutôt avec tes enfants, fondamentalement, c'est peut-être pas méchant, mais c'est peut-être supputer un peu de trop. Et donc, cette intrusion disproportionnée est caractéristique de ce qu'on appelle du sexisme. Attention, parce qu'il y a beaucoup de maladresse, mais cette maladresse est quand même du sexisme. Donc, il y a une sorte d'éducation, entre guillemets, à faire dans l'entreprise, d'où les sensibilisations à la bonne pratique comportementale pour lutter contre les agissements sexistes et les phénomènes de harcèlement. Voilà. Alors, c'était une introduction générale, hein, pour bien remettre dans le contexte harcèlement sexuel, agissement sexiste. J'espère que ces quelques éléments vous ont remis le pied à l'étrier. Et donc, si je repars maintenant sur mon référent, qu'est-ce que le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste? Eh bien, si on lit cette slide en quelques mots, hein, nommé au sein de son CSE, il a vocation au sein de son CSE à être le spécialiste de la question du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Il se devrait être d'être un ou une personne du CSE enclin à superviser ce thème avec intérêt et pugnacité et doit démontrer un engagement volontariste à la thématique citée. Alors, grosso modo, alors déjà, il faut savoir qu'un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste connaît des réglementations particulières. Donc, c'est une loi, hein, qui est entrée en application au
premier trimestre de l'année 2019. Et le référent harcèlement sexuel est obligatoire dans toute structure. Alors, il est évident que donc, dans une structure de moins de 50, bah, déjà, vous n'avez que deux titulaires, deux suppléants. Bon, il n'y a pas forcé, entre guillemets, à constater qu'il y aura un référent punace et totalement impliqué. Mais n'empêche qu'il aura une vertu d'existence et il devra être présent, quelqu'un qui s'y connaisse spécifiquement sur ce sujet. Alors, c'est pas. Alors, on a écrit alors, la formule est un peu interrogative. On a utilisé le terme spécialiste. Mais c'est dans le sens où, effectivement, dans la santé au travail, un membre du CSE, je vous rappelle qu'on a tous nos spécialités. Quand on fait partie d'un CSE, on est peut-être plus à même à faire, je ne sais pas moi, de l'œuvre sociale et culturelle, plus du droit, plus de la santé physique. Mais là, le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, clairement, ça doit être quelqu'un qui doit aimer ce qu'on appelle la santé mentale au travail et s'intéresser aux chocs psychosomatiques que peuvent connaître les collaborateurs. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Donc, quand on parle de spécialiste, c'est plus dans ce sens où il a une empathie particulière ou un impact particulier ou une connivence particulière avec le sujet de la santé mentale. Il est nommé au CSE, donc c'est ses collègues qui doivent le nommer. Évidemment, j'appelle votre attention sur le fait que ça doit être quelqu'un qui doit avoir vraiment une caractéristique à ce sujet. Comment dire? Alors, sans négativité, on ne peut pas demander à ce que le référent soit n'importe qui. Je vais vous donner un exemple, hein, mais il est évident que si le collaborateur en question au CSE, c'est quelqu'un qui aime, comment dire, lancer des boutades rigolotes à connotation sexuelle dans sa vie de tous les jours, ou même au travail de temps en temps, si vous voulez, voilà, ça ne semble pas être en corrélation avec ce qu'on attend. Donc, il est nommé au sein de son CSE, mais il doit avoir une certaine caractéristique. S'il n'a pas ces caractéristiques mineures et majeures, on risque de se retrouver avec une erreur de casting. Si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Donc fondamentalement, on ne prend pas n'importe qui. Il faut avoir une vraie appétence. Alors je le répète, au sein d'un CSE, parfois, on a des volontés différentes à s'y mêler, à s'y adhérant, enfin, à s'y adhérer. Donc c'est vrai que quelque part, voilà, on peut être au CSE sans avoir une vraie vertu d'existence et d'intérêt. Ça peut exister. On peut, même dans certains cas, vous le savez, compléter une liste. Mais quand il est question du référent, parce qu'on décide de s'y atteler, parce qu'on décide de s'y lancer, ce n'est pas le petit sujet. Parce que vraiment, il aura un rôle, et on va le voir tout à l'heure, majoritaire. Dans certains cas de figure, il peut faire pencher la balance et c'est pas rien ce qu'on lui demande de faire. Donc si vraiment il n'a pas un minimum d'intérêt sur le sujet, c'est pas forcément de bonne loi de faire appel à lui. D'ailleurs, en caractéristique, sachez qu'il a déjà été reconnu le fait qu'on fasse appel non pas à un membre du CSE, mais à un tiers, un salarié d'entreprise qui avait en revanche une caractéristique majeure, c'est que on avait dans une société une collaboratrice qui était la présidente d'une association de défense de la lutte faite contre les femmes, de la lutte faite contre les violences, enfin de la défense de la lutte des violences faites contre les femmes, pardonnez-moi. Et donc, elle avait une appétence particulière sur le sujet. Alors, certes féministe, alors que là, on parle d'agissement sexiste et harcèlement sexuel qui évidemment n'est pas qu'à connotation féminin, même si statistiquement vous en avez énormément, mais n'empêche que voilà, sa configuration personnelle dans sa vie sociale semblait justifier une appétence particulière et une connivence particulière qui semblait démontrer qu'elle avait toutes les caractéristiques en tant que personne pour faire partie de ce statut de référent. Alors là, le problématique, il aurait été préférable qu'elle soit membre du CSE, mais par anticipation, on l'a nommé référent dédié au sein du CSE à cette question sans faire partie du CSE, donc avec des moyens tout à fait particuliers, tout à fait subsidiaires. Et effectivement, aux futures élections, elle aura pour objectif d'être élue pour pouvoir pleinement jouir de sa satisfaction technique et compte tenu du fait qu'elle devait normalement être présente au sein du CSE pour pouvoir faire ce qu'elle a fait de manière dérogatoire. Donc c'était une décision exceptionnelle de l'inspection du travail, mais qui avait toute proportion gardée sa justesse et sa validité. Alors, euh, voilà, il est donc obligatoire, il est dédié donc à cette question notamment. Alors, le référent ne fait pas que ça, hein. Donc, on verra tout à l'heure ses missions, mais le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste en général, alors sauf dans le cas de figure en question, puisque là, c'est un salarié qu'on avait mandaté à cet effet, mais normalement, un référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, évidemment, il est d'abord membre du CSE. Donc, il fait partie du CSE, il a toutes les questions généralistes du CSE qui l'animent. Mais il a une sorte comment dire, de caractère subliminal et majoré sur ce point précis du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste. Alors, il va devoir effectivement avoir un certain nombre de caractéristiques majeures puisqu'il a des missions diverses, mais déjà une chose est sûre. Euh, le CSE, quand il nomme ce référent, il faut garder en tête que ça doit être quelqu'un de communicant, quelqu'un de regardant, quelqu'un d'intéressé, de discutant, quelqu'un qui sait rassurer, quelqu'un qui sait évidemment aussi euh, trancher, quand il le faut, des décisions délicates. Alors, c'est valable pour tous les membres du CSE, mais je rappelle qu'il doit faire preuve d'une neutralité
d'une exemplarité, d'un professionnalisme et d'une rigueur absolue. Alors, c'est propre à tous les membres du CSE, ce que je viens de vous dire, mais vous savez, c'est ce qu'on apprend en formation santé-sécurité. Il y en a qui sont plus regardants sur la santé que d'autres, mais alors le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, lui, plus que les autres, il devra être encore plus vigilant là-dessus. Je passe en revue quelques questions qui m'avaient été posées en amont hein, et que Agathe m'avait transmis. Il avait été question notamment du sujet doit-il être formé, ce référent? Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, les inspections du travail sont vacillants sur ce sujet. Je vais vous expliquer un petit peu en grande ligne, hein, mais ça va dépendre purement euh, de la qualité de la formation qui va être délivrée en santé-sécurité. Je m'explique. Les textes nous disent que les représentants du personnel, euh, tout comme le référent harcèlement sexuel, agissant en matière de santé-sécurité, doivent être formés à leurs missions respectives. Alors, si on lit le texte, et vous savez, c'est la spécificité d'un texte de loi, hein, il peut être saisi et compris sous diverses formes en fonction de la caractéristique de lecture de chacun. Mais pour être clair avec vous, premièrement, ou la formation santé-sécurité, hein, la formation de 5 jours ou 3 jours en fonction que ce soit votre premier mandat, que vous soyez renouvelé ou que vous fassiez partie d'une C2SCT qui est toujours en 5 jours, sauf quand vous êtes sur une dérogation et que c'était une C2SCT qui n'était pas obligatoire. Je ne rentre pas dans le détail. Mais dans le cas d'une formation santé-sécurité de 5 jours ou de 3 jours, on peut se poser la question de savoir si oui ou non on traite du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste. Alors, majoritairement en France, c'est rare que la formation santé-sécurité de 5 jours zoome suffisamment sur la question du harcèlement sexuel. Donc, il y a de fortes chances, pour ne pas dire un systémisme, à ce que la formation santé-sécurité ne se suffise pas à elle-même. Mais si la formation santé-sécurité en elle-même pouvait traiter de la question du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste avec profondeur pour la qualité du référent, rien n'empêcherait qu'en plein milieu, on forme le référent, qui n'est pas une personne dérogatrice, c'est une personne comme n'importe laquelle, au sein du CSE, mais qui aura une mission particulière qui lui sera dévolue. C'est un peu comme la formation du trésorier ou du secrétaire. Rien n'empêcherait à un autre membre du CSE que le trésorier ou le trésor ou que le secrétaire que d'en faire partie. Il peut très bien écouter cette formation et en faire partie, justement pour apprendre ce que le secrétaire ou pas peut faire, ce que le trésorier ou pas peut faire, et peut-être même se donner les moyens pour le futur d'y faire lui-même partie. Donc c'est vrai que, attention à cette question, hein, est-ce que oui ou non il doit être formé? Oui. Maintenant, est-ce que la formation santé-sécurité en elle-même se suffirait? Fondamentalement, en France, c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir dire, ouais, j'ai été formé en santé-sécurité, je connais le sujet du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste. Il faut quand même, je vais vous dire, à 99,9% même des chances, avoir plutôt une formation subsidiaire additionnelle et complémentaire. Même si les textes ne le disent pas ouvertement, c'est à peu près ça ce que cela veut dire dans les faits. La présentation aujourd'hui en webinaire, juste une précision aussi, une question avait été posée, est-ce que ça nous donne une attestation en tant que référent? Alors, il n'y a pas d'attestation, hein, ce n'est pas une formation réglementaire dans le sens premier du terme, c'est-à-dire que la DRETS ne délivre pas un agrément en la matière, mais en revanche, le fait que vous ayez été formé, c'est toute la différence. Et alors, même si j'espère que la qualité de ma prestation sera bonne, mais en 1 heure, vous ne remplacerez jamais ce qu'on peut faire en 7 heures. Donc, malheureusement, le fait d'avoir suivi ce webinaire ne se suffirait pas à vous-même sur la question. Euh, Enfin, un dernier point également qui m'avait été posé sur les questions, parce que là, c'est vraiment à la volée que je me rappelle ce que vous aviez demandé. Est-ce que le référent doit être informé de tout signalement? Évidemment, c'est des missions qui sont les siennes, on va les aborder dans quelques instants. Donc, pour le coup, bien sûr hein, que vous allez avoir une partie intégrante dans toutes les missions d'évolu, dans toutes les missions et dans toutes les questions particulières. Donc, évidemment, vous allez le voir, on va les passer en revue, mais toute mesure à l'égard du harcèlement sexuel ou de l'agissement sexiste dans l'entreprise, de près ou de loin, qui partirait de l'employeur, le CSE ou tout du moins le référent doit en être informé. Et vice-versa, ce que le CSE apprendrait par l'intermédiaire de son référent doit être remonté à l'employeur. C'est ce qu'on va voir dans la partie numéro 2, mais nous allons laisser la place, si vous le voulez bien, à la première partie des questions. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez profiter de ce moment pour les poser à notre intervenant. C'est maintenant ou jamais. Vous avez la chance de pouvoir compter sur l'expertise du cru d'Aziz. Donc, n'hésitez pas, c'est fait pour. Est-ce que vous voulez peut-être éventuellement qu'on aborde des points en profondeur? Donc, on a une question de Franck déjà. Oui. Oui, et un registre spécifique doit être mis en place. Donc, c'était pas une question, mais plutôt du coup, c'était pour rebondir par rapport à ton intervention. Un registre, non. Les registres obligatoires qui sont registre accident du travail, bénin, accident du travail et presque accident, il n'y a pas un registre spécifique pour les phénomènes de harcèlement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans la technicité, on va voir ça tout à l'heure dans l'émission du référent, hein, mais normalement, une entreprise, alors
toute transparence, hein, si une entreprise dit qu'elle est regardante sur la lutte contre le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, elle doit faire une sensibilisation des collaborateurs, un protocole d'alerte et évidemment former ses référents, voire ses référents, parce que je vous rappelle qu'il peut y avoir un référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, du côté employeur quand on est à 250 collaborateurs, mais on peut aussi l'avoir avant. Alors, il n'y a pas un registre, mais en revanche, à toute transparence, Franck, il doit quand même y avoir une capacité au bout d'un an de se dire, voilà toutes les situations à risque que l'on a eues, toutes les enquêtes que nous avons menées et toutes les mesures d'action préventive ou coercitive qu'on a dû engager. Donc, ce n'est pas un registre, mais on doit être capable de rationaliser au bout d'un an et de dire tout ce qui a été fait en la matière, ne serait-ce que pour démontrer que son document unique d'évaluation des risques a été performant ou que les mesures de prévention et de sécurité sont au rendez-vous. Mais le registre à proprement parler, il n'y en a pas, hein. C'est pas un registre comme type de registre style les accidents bénins ou les presque accidents. C'est pas du même acabit. Merci Aziz pour Pas ton de problème. intervention. Ouais. Nous avons une autre question. Que faire lorsque l'employeur ne tient pas au courant des déclarations de salariés qui se disent harcelés, entre parenthèses, propos sexistes et autres? Alors, quand l'employeur ne bouge pas, on va le voir tout à l'heure comment dire, en mission du référent, mais il est évident que s'il n'en parle pas, il y a trois possibilités. La première, c'est qu'il ne le savait pas qu'il devait en parler. Au terme, ça m'étonnerait. Deuxième possibilité, c'est qu'il a un doute sur la comment dire, confidentialité des données s'il transmet au sein du CSE. Ça, c'est la raison la plus honorable de toutes, celle sur laquelle, effectivement, on va dire l'employeur se défend avec une certaine sagacité vis-à-vis de l'inspection. Et troisième possibilité, bah, c'est tout simplement que voilà, il ne veut pas engager les représentants du personnel parce qu'il vous trouve incompétent ou insuffisant. Donc ça, c'est le caractère le plus négatif qui soit. Dans les trois cas que je viens de vous préciter, il y a un phénomène de délit d'entrave, clairement. Donc dans les cas-là, quand le salarié, enfin quand le référent ou quand le alors il y a le référent et il y a le CSE. On verra tout à l'heure, mais pour moi, le référent va travailler en concomitance avec son CSE. Il ne travaille pas en marge du CSE, il travaille avec son CSE. Mais fondamentalement, effectivement, que le référent ou que le CSE n'ait pas été informé de signalements et de situations à risque en matière de santé et sécurité du type harcèlement, alors que le référent en plus existe. Si encore il n'existait pas, on pourrait se dire, bon, écoutez, on avait l'impression que. Voilà. Mais à partir du moment où le référent existe, là, clairement, il fait volontiers une démarche qui consiste à ne pas faire appel à vous. C'est comme si je vous dis, vous avez un responsable du service informatique dans votre entreprise, mais vous faites appel à une société d'informatique extérieure pour gérer les ordinateurs de votre entreprise. Ben, si vous ne lui faites pas confiance et que vous lui déshabillez son poste. Donc, il y a une volonté de lui nuire psychologiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement une souffrance psychologique au travail le concernant, en responsable informatique. Mais du côté du CSE, c'est du même acabit. On lui crée une frustration personnelle à son CSE, donc on est sur un phénomène de délit d'entrave, tout simplement. Donc là, il y a faute professionnelle de l'employeur, hein. Il commet une faute vis-à-vis de son CSE, c'est constitutif du fameux délit d'entrave, malheureusement. Merci Aziz. Est-ce que c'est clair, en tout cas pour sur cette réponse? Est-ce que nous avons Ouais, également d'autres questions à poser à notre intervenant avant de continuer la deuxième partie? Oui, c'est clair. Merci Aziz. c'est clair, En tout c'est cas, nickel. la réponse Bon, bah, était, tant mieux, tant mieux, tant était mieux. claire. Bah, de toute façon, la deuxième partie va être encore plus technique que la première, si, j'espère pas vous faire peur. Alors, on va passer effectivement donc sur la partie numéro 2 qui, elle, est beaucoup plus, ouais, comme dit, technique, plus spécifique aussi. Alors, les missions, hein, vous regardez sur le slide si vous le voulez, donc les missions peuvent diverger en fonction des entreprises, mais de façon générale, lui est confiée l'intervention automatique en cas de comportement jugé ou jugeable, comme du harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste à la volée, l'intervention en matière de toute forme de prévention s'agissant de double sujet harcèlement sexuel et agissement sexiste, et enfin, il reçoit la plainte possible d'une personne en se disant pardon, victime de harcèlement sexuel ou agissement sexiste et déclenche une enquête au besoin pour tracer les responsabilités en présence, les fautes en présence et les mesures correctrices à adopter. Alors, il me reste une demi-heure et je vais essayer d'être pragmatique pour essayer de vous aborder tous les points comme je voulais nécessairement vous les transmettre. Alors, première étape, l'émission qui lui sont dévolues. En fait, il est tout aussi bien préventeur que interventionniste dans une enquête. Alors, préventeur, ça veut dire que, vous vous rappelez tous malheureusement de la mission du référent Covid en son temps. Le référent Covid, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait dire dans la boîte quand ça n'allait pas. Quand quelqu'un n'avait pas son masque, par exemple, rappelez, hein, le référent, il disait, hop, 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 ton masque, là, tu l'as pas mis. Eh ben là, c'est la même chose. Le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, c'est aussi celui qui va dans la société intervenir de temps à autre comme un électron libre et dire aux collaborateurs, attention à l'attitude qui est la tienne, attention à l'attitude qui est la vôtre. Vous n'avez pas à utiliser cette formulation, vous n'avez pas à Alors, utiliser ce ton. Pardon? Ah, je crois qu'il y avait. Non, c'était un son accessoire. Pas de souci, pas d'inquiétude. Donc je disais qu'effectivement, pour le coup,
il doit intervenir pour mettre un terme à tout propos ou toute situation qui semblerait s'analyser comme du harcèlement sexuel ou de l'agissement sexiste dans les propos, dans les attitudes, dans les façons de faire, dans les façons d'être des salariés. Donc il est préventeur, il est dénonciateur, il est alerteur. Mais attention, il n'y a pas la vocation à vouloir faire du tort ou faire du mal à ce moment-là. Il peut très bien dire attention, j'ai été conscient d'un propos que tu as tenu tout à l'heure, je suis désolé, fais très attention parce que ton interlocuteur ne l'a pas mal pris, mais ça aurait pu être mal pris. Genre, je vais vous donner un exemple parmi tant d'autres, hein. Mais quand vous dites, par exemple, quand vous avez un monsieur qui dit à une dame, sa robe te va bien, c'est ce qu'on appelle un compliment d'un côté. Ça peut être aussi considéré comme du sexisme. Il faut le savoir, hein, le compliment dans le lieu de travail, ça peut être à double tranchant aujourd'hui. C'est pour ça qu'on revendique fortement de ne plus faire de compliments physiques, notamment entre hommes et femmes, ou entre femmes et hommes, hein, d'ailleurs, ça ne change rien. Mais voilà, le cas le plus concret et le plus stéréotypé français, malheureusement, aujourd'hui, c'est bien l'homme sur la femme. Et donc, de fait, parce que ça pourrait être mal pris, vous pouvez aller à sa rencontre et lui dire, écoute, voilà, ça peut être mal jugé, mal pris, mal considéré par un tiers. Donc fondamentalement, là, tu as eu de la chance, la personne n'a pas mal pris, et j'entends la démarche qui a été la tienne, mais je te demanderai d'être vigilant dans le futur parce que bah, on ne sait jamais sur qui tu tombes, on ne sait jamais comment ça peut être pris, on ne sait jamais si la personne se sentirait plutôt fustigée par le propos soulevé. Donc par acquis de conscience, je te demanderai plutôt d'éviter ce genre de façon de faire. En d'autres termes, vous signalez la dangerosité qui pourrait exister, vous êtes alerteur, dénonciateur en vue de prévenir. D'accord? Donc, c'est la première mission qui vous est dévolue. La deuxième mission, bien sûr, c'est d'intervenir en matière d'enquête. Et alors là, ça laisse supposer quelque chose de précis. Alors là, j'appelle vraiment toute votre attention parce que ce que je vais vous dire maintenant est très important parce qu'une enquête, quand l'entreprise n'en crée pas avec un protocole particulier, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je reprends les fondamentaux. Vous savez que l'employeur a une obligation de santé résultat. Si dans un DURP, il veut rapporter la preuve qu'il a fait une action, une mesure sécuritaire importante, il faut qu'il ait écrit noir sur blanc des démarches. Pour lutter contre le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, l'employeur n'a pas 36 solutions. Son DURP doit rapporter la preuve qu'il a sensibilisé ses collaborateurs et qu'il y a un protocole d'alerte, c'est-à-dire un processus à suivre si on veut dénoncer, si on veut dire quelque chose qui s'est passé dans l'entreprise. Bon, là, il n'y a pas 36 solutions, hein, je veux dire, il n'y a que ces deux choses-là à faire. Donc, le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste, doit faire partie de ce protocole d'alerte, c'est-à-dire qu'il intervient dans le protocole, c'est-à-dire que chaque entreprise, carrément, hein, devrait avoir aujourd'hui une sorte de process à suivre. Si un salarié se sent victime potentielle d'un phénomène de harcèlement sexuel, agissement sexiste, il devrait être capable de pouvoir se tourner vers un processus existant qui dit vers qui je me tourne et qu'est-ce qui va se passer. Et la personne vers qui je me tourne, c'est bien simple. Ça peut être son manager, quand ce n'est pas son manager qui lui a fait du sévice. Ça peut être le référent harcèlement sexuel, ou ça peut être évidemment, bien sûr, le côté RH, le côté directionnel. Mais une chose est certaine, c'est que ce référent, qu'il ait été saisi en amont ou pas en premier, il fera partie de ce qu'on appelle la commission d'analyse du risque. Parce qu'une fois qu'on a évoqué la situation, hein, on prend un exemple, imaginons une certaine, euh, je ne sais pas moi, Justine, qui est au travail, qui se sent victime d'un phénomène de harcèlement sexuel et qui aimerait le signaler. Il ou enfin elle, pardonnez-moi, va à la rencontre. Bah, donc elle regarde sur son intranet, par exemple, elle voit un protocole d'alerte existant si on se sent victime d'un phénomène, et elle va vers sa responsable des ressources humaines pour lui signaler effectivement ce qui vient de se passer. Bon. Eh bien, la responsable des ressources humaines, ce qu'elle devra faire à ce moment-là, automatiquement, c'est signaler l'information qui lui a été révélée auprès de son référent CSE existant et mis en place à ce sujet pour le retrouver et travailler avec lui sur ce qu'on appelle la tangibilité et la véracité de la dénonciation faite. C'est-à-dire, on va déterminer si ce qui a été remonté s'apparente comme du harcèlement purement et s'il y a vraiment une mesure correctrice à entreprendre. Alors, moi, sur ce cas-là, je vous le dis quand même, je considère que le référent harcèlement ne devrait pas travailler sans son CSE. Parce que si on est nombreux sur le sujet, certes, vous allez me dire, ça laisse la place à un manque de confidentialité, mais le sujet parfois est tellement touchy qu'il vaut mieux avoir une multiplicité d'avis plutôt que se pencher sur le sujet à deux ou à trois seulement. Vous voyez, quand on est à deux, hein, quand on a le référent harcèlement d'un côté et l'employeur de l'autre qui étudie le bien fondé d'une démarche, on est à deux, quoi. On est à deux. Quand vous n'avez pas de preuves, quand vous n'avez rien, quand il y a un salarié qui dit, ouais, moi j'ai été agressé par il ou par elle, c'est une parole contre une autre, on n'a pas de témoin, on n'a rien du tout, le dossier est sec. Maintenant, si on en parle à plusieurs, peut-être que les plusieurs autour de la table vont dire, ah, mais moi je le connais, le salarié. C'est pas une science infuse, mais par le passé, il avait déjà effectivement tenu des propos grossiers à mon égard. Alors je me dis que peut-être que ce n'est pas aujourd'hui quelque chose qui s'est révélé une deuxième fois, mais c'est possible. Le salarié en question, il n'est pas exempt de possibilités eu égard au passé que j'ai connu avec lui. Donc, quelque part, en parlant au travers de cette commission d'analyse du risque, au moins à plusieurs, on pourra se dire ouais ou non, c'est suffisamment tangible, suffisamment concret pour pouvoir aller plus loin. Donc c'est pour ça, moi, encore une fois, le référent, oui, il fait partie
de de la genèse de l'alerte. Mais après, dans l'examination des faits, des mesures à entreprendre, je pense que plus nombreux avec son CSE, c'est quand même mieux. Maintenant, évidemment, chaque entreprise fait ce qu'elle veut. Si ça doit se réduire à son référent harcèlement sexuel côté CSE, plus un membre de la direction pour mener une enquête en commun, ça peut se suffire. Maintenant, voilà, chaque entreprise a sa culture, a sa physionomie, sa visibilité sur le dossier. En revanche, dans la dextérité la plus pure, une fois qu'une alerte a été faite, une enquête doit être menée. Le but étant de faire un retour à la fin à notre interlocuteur de base, celui qui nous a signalé le phénomène de sévice qui l'a frappé. Donc, on devra revenir vers lui pour lui dire oui, on a donné suite favorable à ta demande parce qu'on a estimé qu'il y avait un vrai sévice que tu nous avais souligné, ou malheureusement à l'opposé, fin de non-recevoir, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de matière à notre sens. Tu t'es peut-être un peu fourvoyé, c'était peut-être pas du harcèlement, ou c'est peut-être pas à la hauteur d'une gravité exceptionnelle qui nous amène à devoir aller sur une enquête ou quelque chose de plus grave. En d'autres termes, on l'accompagne. Hein, on ne peut pas avoir une dénonciation et puis lui dire, bon, c'est pas grave, on s'arrête. Non, il faut quand même l'accompagner. Quand même ça. Si un salarié est venu vous voir et vous raconter quelque chose, c'est qu'il y a une souffrance, peut-être disproportionnée, mais souffrance quand même. Donc, il va falloir l'accompagner. Maintenant, si en revanche une enquête doit être faite, le référent mène l'enquête avec l'employeur, c'est une nécessité absolue, et une mesure correctrice doit être prise avec le représentant. Il ne peut pas être écarté. On ne peut pas dire côté employeur, bon, ben, effectivement, il y a eu un sévice psychologique du type harcèlement sexuel et ce n'est pas la première fois, donc on le sanctionne. Et bon, ben, écoutez, monsieur le référent, vous êtes bien gentil, maintenant vous repartez chez vous dans votre CSE. Non, j'ai été là au début, je suis là pendant et je suis là à la fin. Il y a tout un suivi du processus qui doit être fait avec le représentant du personnel qui d'ailleurs, c'est à dire en passant, je rappelle aussi une chose, n'est pas que du côté du CVC. Hein. Le représentant du personnel, il est là pour représenter le personnel. Donc, si à un moment donné dans l'enquête, on va vers je sais pas, on va vers le salarié sévisseur en lui disant, bah écoutez, malheureusement, il est montré du doigt votre attitude au travail et on va devoir prendre des mesures contre vous, il est évident que vous, référent, enfin que le référent, interviennent aussi du côté maintenant du sévisseur pour effectivement prendre la tendance, prendre la température, comprendre ce qui se passe, essayer de savoir ce qu'il y a. En d'autres termes, le référent harcèlement sexuel n'est pas que le défendeur de celui qui est venu l'interpeller. Il est aussi le conciliateur des deux parties. Celui qui est le sévisseur et celui qui est soi-disant sévissé. Il doit être capable de pouvoir faire la médiation entre les deux parties. Si malheureusement il n'y a pas d'autre choix que d'aller sur le terrain d'une sanction disciplinaire s'agissant de collaborateur défaillant qui a fait du sévice, malheureusement, il ne pourra pas l'aider plus que cela. Il pourra lui expliquer la mesure et pourquoi elle a été prise à son égard, mais en revanche, il ne pourra pas le sauver en disant, écoute, on ferme les yeux et on passe à autre chose. Non, s'il y a sévice en plus en récurrence, il y a bien forcément une sanction à opérer. Donc le référent, évidemment, intervient dans le cadre des enquêtes. Ça, c'est une certitude absolue. Alors si malheureusement, et je reviens à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai dit on y reviendra tout à l'heure, mais il est évident que si au démarrage du process, il ne fait pas partie de l'interpellation de base, malheureusement pour l'employeur, il y a bien délit d'entrave. Parce que ça, c'est une mission enfin, indéniable du référent. Il ne peut pas y avoir un référent sans que de l'autre côté, il intervienne dans le cadre de missions subsidiaires. Ça, c'est pas possible qu'il existe juste pour épouser le rôle légal qui lui a été infligé, mais de ne pas interagir dans la réalité. Hein. Un référent qui n'est pas informé d'un signalement, c'est comme une prison sans barreaux. Hein. Il manque quelque chose, forcément. D'accord? Alors, évidemment, ce référent, je vais vous apporter des éléments subsidiaires et complémentaires pour bien comprendre le sujet, parce que c'est quand même là, quand je vous le présente, ça semble simpliste, mais c'est beaucoup plus technique qu'il y paraît. Le référent, il va être amené à devoir superviser une situation complexe, c'est le témoignage d'un salarié qui va venir le voir. Je vais vous donner quelques conseils. Je vais me permettre, parce que j'ai organisé ma session aussi de manière à pouvoir vous laisser l'opportunité d'avoir une appréciation de la mission du référent, même dans la technique la plus pure. Et moi, personnellement, je suis regardant sur ce qu'on appelle le témoignage, parce qu'un référent travaille en fonction d'un témoignage. Et si je peux me permettre de vous donner un conseil, un référent, il doit quelque part un peu éduquer les salariés dans l'entreprise dans le cadre de ce qui pourrait arriver. Je m'explique. Un salarié ne pourra jamais venir voir un référent en lui disant, écoute, je me sens harcelé au travail, il s'est passé un phénomène que je n'ai pas compris, et basta. Donc, il faut que le référent, quand je dis il éduque, il faut qu'il explique un peu ce qu'il attend. Bon, déjà, il y a trois règles, même quatre, dans toute dénonciation d'un événement. Mais ça, c'est propre à la santé-sécurité au travail. Il y a quatre événements. La première, c'est que quand un salarié vient se plaindre chez un référent ou chez un CSE, je rappelle qu'il doit porter son accusation. C'est-à-dire qu'un salarié ne vient pas pour dire j'ai été victime d'eux, mais je te demande de ne pas bouger. Ça, c'est pas possible. Je vous rappelle qu'il relève du CSE que de signaler au salarié en amont qu'au moment où tu prends la parole à mon égard, tu sais très bien que moi, je suis comme un médecin. Si tu me dis quelque chose et que j'estime qu'il y a gravité, j'interviens, je pose un diagnostic et j'agis. Et tu ne pourras pas me dire non, je te demande de rien faire, tu ne bouges pas.
Vous n'êtes ni sophrologue, ni thérapeute, ni psychologue. Vous êtes intervenant direct. Un phénomène se passe au travail, vous devez bouger. Deuxième phénomène, le référent harcèlement sexuel, quand il reçoit la plainte, il doit recevoir une plainte proportionnée, mesurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié, quand il vient vous voir, eh bien, il faut qu'il ait des éléments concrets. Il ne doit pas vous dire simplement il me parle mal, ou il me tient des propos déplacés, ou il me fait des regards insistants. Ça ne suffit pas. Il faut des jours, il faut des heures, il faut des ressentis, il faut des témoignages. Pas forcément le fait de dire Francis était à côté de moi au moment où c'est arrivé, mais de dire cela s'est fait au moment où on était seul, mais je suis intimement convaincu que peut-être, si on y regarde de près, mes collègues ont déjà pu apercevoir des regards qui m'ont mis mal à l'aise. D'ailleurs, combien de fois je me suis tourné en regardant mes collègues, désabusé en les regardant presque, mais t'as vu comment ils me parlent, quoi. Donc fondamentalement, il doit être capable, celui qui se sent civilisé, de se tourner vers son équipe, enfin, de se tourner vers son représentant et de dire, voilà, il n'y a pas que des éléments subsidiaires que je te propose, je te donne des éléments concrets, des dates, des heures, des ressentis. Les ressentis aussi, c'est important. Je me suis senti agressé. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dû en parler avec mon mari, j'ai même dû en parler avec un ami parce que, voilà, il est délégué syndical, et ce délégué syndical, voilà, je me suis dit peut-être qu'il avait des conseils à me donner, mais j'étais tellement mal que j'ai dû effectivement prendre sur moi, et, enfin, j'étais tellement mal que j'ai pas pu en prendre, que je n'ai pas pu prendre sur moi. J'ai dû malheureusement parler autour de moi, évoquer la situation. Ça m'avait tellement meurtri, frappé, touché que je ne savais plus quoi faire. Donc là, on est déjà sur un désarroi total d'une personne qui est dans la frustration et le malaise. Donc là, vous voyez, déjà, on est sur un démarrage de quelque chose de plus concret. Donc c'est important, un salarié, quand il vient vous voir, n'oubliez pas, il doit aiguiser et il doit mettre de la matière. Demain, vous allez voir les flics pour faire un dépôt de plainte, c'est la même chose, hein, je rappelle. Hein, vous ne pouvez pas y aller avec des éléments intangibles. Il faut des éléments tangibles. Donc, le référent, il n'est pas l'éducateur du salarié, mais il doit quand même lui rappeler des règles de fonctionnement. Et ça, donc il faut quand même qu'en face, il joue le jeu de transmettre et de dire les choses comme elles doivent être dites. Troisième chose, c'est très important ce que je vais vous dire. Très important, et un référent, je vous rappelle, il n'est pas là que pour défendre un salarié qui se sent sévissé, il est là pour défendre une structure. Très important ce que je vais vous dire. Un référent, quand il reçoit le signalement d'un salarié qui dit je me suis fait harceler au travail, je rappelle qu'il doit demander au salarié d'être proportionné et mesuré. Il ne peut pas, le salarié, utiliser un terme grave comme le harcèlement sans être sûr que c'est du harcèlement. Donc, il doit être proportionné. Normalement, la plainte, elle n'est pas basée sur le fait que j'ai été harcelé. Ça, normalement, un bon référent, il le refuse. Il dira, je suis désolé. En tant que référent et en tant que responsable de l'entreprise au sein du CSE, je me permets de te dire que l'utilisation du terme que tu as fait là actuellement, il me semble pas disproportionné, pas abusif, mais pas encore de bonne loi. En d'autres termes, laisse-moi mener mon enquête, laisse-moi déterminer les faits et laisse-moi déterminer en face si on a affaire à du harcèlement. En principe, on ne va jamais voir son médecin avec le diagnostic posé. Moi, je suis jamais allé voir mon médecin en disant, écoutez, j'ai mal en bas à droite, je pense que j'ai un rachis dorsolaire qui est défaillant avec une sacro-iliaque droite qui a dû être touchée, sans doute parce que j'ai fait un faux mouvement. Non. Ou alors, je suis un excellent médecin et je m'auto-diagnostique moi-même. Mais fondamentalement, non. Donc, en général, quand je vais voir un représentant du personnel, je suis habilité, bien sûr, à laisser l'opportunité. Alors, au pénal, on appelle ça l'opportunité des poursuites, mais au niveau du droit social, on dit qu'on va à destination du CSE pour lui laisser l'opportunité de mener l'enquête, de faire les investigations et d'en décider la suite. Donc, attention à ça. Le salarié qui vient vous voir, qui se sent victime d'un phénomène, oui, il a été victime d'un phénomène, mais demandez-lui d'être mesuré et proportionné. Je me sens mal à l'aise au travail de par des regards insistants. Je ne sais pas si ça peut s'apparenter à du harcèlement, mais en tout état de cause, je me sens mal. Donc, attention aux termes utilisés. Enfin, attention, un autre élément qui est important, le référent doit aussi éduquer ses collaborateurs dans un sens général du terme. Je rappelle que quand un salarié se sent civilisé au travail, il ne peut pas se permettre de raconter ça à tout le monde autour de lui. C'est ce qu'on appelle une atteinte à la réputation d'un collaborateur. Imaginons que le collaborateur se sent victime d'un phénomène de harcèlement sexuel de monsieur, allez, on va dire, imaginons un certain Boris semble être le sévisseur dans un service, et donc Justine est en face et elle se sent harcelée par Boris. Au lieu d'en parler directement avec le référent harcèlement ou avec le RH ou avec une personne externe, elle en parle avec ses collègues, toute son équipe. Qu'est-ce qui risque de se passer? Il y a 3 chances sur 4 pour que la réputation de Boris soit perdue aux yeux des collègues. Alors vous allez me dire, ouais, mais s'il a vraiment sévissé, c'est bien fait pour lui. Peut-être même qu'il va être licencié. Ouais, faire justice soi-même, ce qu'on appelle la faïda en droit privé, c'est plus d'actualité. Mais en plus, imaginons qu'il n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a accusé à tort un homme ou une femme qui devient malheureusement un frustré du travail et qui va malheureusement souffrir d'un phénomène de risque psychosocial par répudiation.
Donc c'est pour ça, faites très attention à cette notion. Moi, je reste proportionné là-dessus. Je demande notamment aux représentants du personnel qui ont pour mission non seulement de défendre les salariés et demandeurs, mais aussi de défendre l'intérêt de la structure. Je leur demande effectivement de rappeler ces règles. Donc n'oubliez pas, en tant que référent, quand vous recevez un salarié qui vient se plaindre, non seulement vous lui demandez de porter son accusation, d'être mesuré, proportionné, de ne pas faire de diagnostic avant que vous ayez mené l'enquête, et surtout de ne pas laisser envisager autour de lui une sorte de perte de la réputation de celui ou de celle qui soi-disant l'avait sévissé. Donc, le référent, vous voyez, il a quand même cette vocation aussi de sauvegarder les intérêts de tous. Il est un conciliateur, il est un médiateur. Voilà. Alors, en quelques mots, je vous ai présenté les lignes directrices qui gouvernent et qui guident le référent harcèlement sexuel, agissement sexiste. Évidemment, je vais vous donner un élément extrêmement important et qui va me permettre de concilier avec la proposition qui avait été faite dans le cadre d'une question qu'Agathe m'avait transmise en amont, donc le fait est-ce que oui ou non le harcèlement moral sera traité. Alors, le harcèlement moral n'a pas été traité aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste peut gérer le harcèlement moral en plus? Alors, en toute transparence, oui. Et en toute normalité, ça semblerait logique. Parce que le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste rentrent dans ce que l'on appelle la sphère de la santé mentale. Dans la santé mentale, vous avez harcèlement sexuel et agissement sexiste, mais avant cela, vous avez le fameux risque psychosocial, le RPS, et le harcèlement moral. Et normalement, le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste traite en plus du harcèlement moral et du RPS, puisqu'il est le spécialiste, l'intéressé, si vous voulez, de la santé mentale. Et, par exemple, un psychologue du travail ne va pas dire je m'intéresse à la question du RPS et pas du harcèlement sexuel. Ça va de pair avec. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Alors, il a été érigé, hein, rappelez-vous historiquement pourquoi. Bah, parce qu'on a estimé que dans l'entreprise, eu égard à l'affaire Balance ton port, on avait décidé à un moment donné de se dire dans l'entreprise, il faut libéraliser la parole de la femme pour qu'elle puisse s'exprimer sur les mesures et les mal-être qu'elle pourrait avoir en matière de harcèlement sexuel. Alors, je stigmatise sur la gente féminine, alors, il n'y a pas de sexisme, hein, je vous rassure, mais c'est parce que statistiquement, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans le livre blanc de la lutte contre le harcèlement sexuel, il y a un livre blanc, si ça vous intéresse, qui est consultable sur le net facilement. Vous tapez livre blanc harcèlement sexuel et agissement sexiste. C'est indiqué par le ministère du Travail et vous verrez que tous les exemples sont en connotation féminin. Et il n'y a pas de sexisme, c'est parce que statistiquement parlant, on a du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste essentiellement devant la gente féminine. Et donc, en son temps, l'idée, c'était de libéraliser la parole de la femme dans l'entreprise. Et pour cela, le facilitateur à cette démarche, c'était ce fameux référent. Mais sauf qu'on avait oublié que avant cette question du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste en 2019, il y avait d'abord et avant tout le RPS qui, lui, était né en France en 2003, puis en 2009, et puis en 2009 avec l'affaire France Télécom et les défenestrations à répétition. Donc, si j'avais, moi, un intime conseil à vous donner, et personnel d'ailleurs, à mon sens pour le coup, et qui est, à mon sens, efficace, c'est que le référent harcèlement sexuel et agissement sexiste, s'il peut être également le référent harcèlement moral et RPS, ce serait de bonne loi. Et pour cela, il va falloir le demander à l'employeur. Alors maintenant, je reprends les termes successifs et juste pour bien finaliser, pour conclure le sujet, le référent harcèlement sexuel, il intervient dans une démarche constructive. La première, c'est que l'employeur, il doit mettre en place ce qu'on appelle une sensibilisation des salariés sur le sujet du harcèlement sexuel et de l'agissement sexiste. Dans le cadre de cette sensibilisation, il doit mettre en place un protocole d'alerte permettant à toute personne se sentant victime d'un phénomène de sévice psychologique type harcèlement de pouvoir se tourner vers notamment le référent. Le référent, bien sûr, doit être formé préalablement. Ce référent va faire partie intégrante, bien sûr, des investigations, mais va être en plus le revendicateur, l'alerteur et parfois le médiateur. Donc, il va pouvoir interagir de manière totalement libre et décomplexée sur le sujet. Donc, voilà les étapes successives. Enfin, une dernière chose, je rappelle que dans toutes les questions du harcèlement, dans son sens général du terme, le représentant CSE en la matière, le référent pardonnez-moi, harcèlement sexuel et jugement sexiste, interviendra. Le jour où il faudra faire une facilitation, il interviendra. Mais le jour où il faudra former les salariés sur la lutte contre le harcèlement sexuel, il interviendra aussi pour voir le centre de formation. Il interviendra pour garder le programme. Il interviendra pour discuter peut-être avec le formateur. Il interviendra peut-être aussi pour mettre en place des mesures, des outils et des actions correctrices. Donc, il prendra part à tous les sujets et pas qu'aux enquêtes en matière de harcèlement sexuel et agissement sexiste. Il est 13h22, grâce à Dieu, 8 minutes avant 13h30, et ça laisse le temps au temps de poser des questions. Pour les questions. En tout cas, merci beaucoup, Aziz, pour ton intervention et pour ces précieux conseils. Nous avons Merci. déjà une question. À Ouais. qui doit-on signaler si nous n'avons pas de CSE, la médecine du travail, du coup? Alors, préalablement à tout, la question, c'est que s'il n'y a pas de CSE, c'est qu'on est moins de 11. Et s'il n'y a pas de CSE, ça veut dire qu'en même temps, l'employeur, il a toujours son obligation de santé résultat.
Ça veut dire que fondamentalement, si demain il y a une situation à risque ou une situation avérée de harcèlement, bah déjà le préalable à qui on doit se tourner quand on est victime potentielle, bah c'est son employeur. C'est lui qui a l'obligation de santé résultat. Mais c'est si et seulement s'il est défaillant avec une inertie de sa part qu'on va se tourner vers la médecine du travail pour signaler effectivement un phénomène ou alors l'inspection du travail. Alors, c'est deux choses différentes, hein. Si on va vers la médecine du travail, c'est qu'on estime être sévissé et on a besoin d'assistance et d'aide, et la médecine du travail peut saisir l'employeur pour qu'il bouge. Alors que lorsqu'on se tourne vers l'inspection du travail, c'est qu'on estime que nos droits ne sont pas respectés. Et dans ce cas-là, l'inspecteur va interagir de nouveau devant l'employeur, mais cette fois-ci pour lui dire, faites respecter vos droits. D'accord? Donc en fait, c'est deux interlocuteurs, mais avec deux missions qui reviendront à la même chose, hein. On saisira à chaque fois l'employeur. Sauf que dans un cas, ça sera sur l'aspect légal, l'autre, ça sera sur l'aspect médical. Voilà. Merci Aziz. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à notre intervenant. En attendant, je te propose... Ah, bah c'est Sandrine, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci à vous, Sandrine. Avec plaisir. Je vous propose du coup, enfin en tout cas Aziz, de reprendre les questions qui ont été posées lors du formulaire d'inscription. En attendant, nous Ouais. avions une question. Mon employeur m'autorise qu'à faire de la prévoyance. Que puis-je faire? Alors, j'ai pas très bien compris cette question, moi, de la prévoyance, parce que la prévoyance, ça a un rapport avec, pour moi, la retraite, hein. Donc, je pense peut-être que la formulation était mauvaise. Je pense que c'était prévoyance dans le sens où prévenir. Je pense que c'était Oui, plutôt oui. de la prévenance, mais pas de la prévoyance. Donc, de la prévenance. Alors, ouais, malheureusement, vous êtes l'alerteur de base, mais on ne vous donne pas de place constructrice au moment où il y a les enquêtes. Eh ben, malheureusement, c'est ce qui se passe dans beaucoup de sociétés de France. C'est-à-dire que vous êtes alerteur, mais après, vous êtes écarté. Ben, là aussi, même chose. Alors, il faut demander une partie intégrante à l'employeur pour pouvoir faire partie du protocole d'alerte. Alors, pour cela, je vous dis, alors c'est pas considéré totalement comme un délit d'entrave, hein, parce que le délit d'entrave, ce serait le fait qu'on ne vous écoute pas. Mais une fois qu'on vous a écouté, que vous menez, enfin, une fois que vous êtes entendu et qu'après on mène une enquête sans vous, ce n'est pas du délit d'entrave. C'est un fonctionnement unilatéral, mais sans délit d'entrave. Là, pour le coup, c'est juste une façon de faire qui est propre à l'employeur. Alors pour ce coup-là, il n'y a pas 36 choses, hein. La première chose, c'est qu'on peut chercher à obtenir de la part de l'employeur une sorte de bienveillance de sa part pour que enfin on vous laisse travailler sereinement et opportunément. Donc, vous lui demandez ouvertement de pouvoir faire partie de l'enquête et des suites à y réserver. Deuxième possibilité, un peu plus sournoise, mais dans le cadre de la lutte contre les mauvaises pratiques sociales, dans le cadre d'une construction à double tête en dialogue social, vous vous mettez à lui demander cela. C'est-à-dire que pour la sérénité du dialogue social, vous lui dites, écoutez, moi, forcé de constater que vous ne m'appelez pas lors des enquêtes, eh bien, je vais être obligé d'être beaucoup plus difficile avec vous en matière de dialogue social. C'est-à-dire que vous allez tenir une espèce de tenir, vous allez tenir un propos un peu de chantage. C'est vous ne m'appelez pas lorsqu'il faut, enfin, comment dire, vous me rejetez lors des enquêtes alors que c'est moi qui vous ai alerté, pas de problème. Donc en d'autres termes, je ne suis qu'un alerteur et je suis rien d'autre. Eh ben, à partir de maintenant, je vais être le représentant du personnel, mais un peu bête. C'est-à-dire que je vais interpeller qui de droit pour des problématiques économiques à tout bout de champ, alors que finalement, ça aurait pu s'arranger différemment. Mais comme vous êtes non correct avec moi, je serai non correct avec vous. Donc ça, c'est le côté sournois, c'est le côté deuxième étape. Alors moi, si j'étais à votre place, en toute transparence, j'irais plutôt sur une interpellation propre et avisée de l'employeur en disant, écoutez, mon but, c'est de travailler en concomitance avec vous, travailler main dans la main, travailler avec bienveillance, travailler avec fluidité, apporter une plus-value dans votre politique RSE qui montrera que vos représentants du personnel sont des personnes impliquées, intégrées et particulièrement intelligentes à vos égards. Et donc, j'aimerais que vous me preniez à part lorsqu'il est question d'enquête et que vous ne soyez pas simplement amené à écouter mes interpellations, mais de m'embrigader dans les enquêtes à réaliser. Donc c'est une formule bien faite, mais s'il fallait que je vous la reprenne par écrit, je vous le ferai évidemment avec intérêt. Merci Aziz. Nous avons également une autre question ici, c'est avec l'employeur qu'il y a du harcèlement. Ce sera la même démarche? Alors, quand c'est l'employeur en lui-même, bah, il y a deux possibilités. Soit on le prend alors, je rappelle qu'un électron libre que vous êtes représentant du personnel, vous pouvez aller jusqu'à la direction centrale et lui dire, écoutez, désolé, mais votre comportement est harcèlement sexuel actuellement. Donc, vous êtes l'employeur, donc malheureusement, c'était à vous de faire éviter cette situation, mais malheureusement, vous êtes le fauteur de trouble. Donc, nous, on vous demande de vous calmer, on vous demande de faire cesser les tribulations qui sont les vôtres. Et il y a très peu de chances que la personne vous donne raison. Parce qu'en l'occurrence, c'est l'ego qui est frappé, donc l'employeur risque de ne pas vouloir donner suite favorable à votre requête. Dans ce cas-là, malheureusement, il va falloir aller vers l'inspecteur du travail pour dénonciation d'un événement de danger sécurité qui fait défaut, parce que bah, malheureusement, l'employeur est le fauteur de troubles. Mais ça vaut quand même le coup d'abord de commencer par lui et de lui demander à lui ce qu'il en est. Bien sûr, on commence d'abord par lui. Voilà. Merci Aziz. Nous avons également une autre question d'un participant. Euh, alors attendez, parce que je viens de le perdre.
Ah voilà, ça, un signalement provient du public que nous recevons dans notre structure, entre parenthèses, centre de formation d'éducateurs sportifs. Les protocoles sont-ils les mêmes? Entre parenthèses, Oui. informer l'employeur ou la direction, enquête, etc. Ouais, ouais, parfaitement. En fait, le cas le plus courant, c'est lorsqu'on a du sévice psychologique ou harcèlement sexuel et agissement sexiste au sein même des collaborateurs internes de l'établissement. Mais tout à fait, si vous avez des usagers, des utilisateurs, des personnes extérieures qui viennent et qui se font agresser. Alors, agresser, c'est un autre niveau, c'est l'agression sexuelle, mais qui se font sévicer dans le sens du harcèlement sexuel, il est évident qu'en interne, on a affaire à des fauteurs de troubles qui sont effectivement des sévisseurs et qui commettent des fautes, alors, qui commettent des fautes professionnelles, d'ailleurs plus graves. Parce que si le harcèlement sexuel est orienté en extérieur, ça veut dire que non seulement il y a faute comportementale, mais en plus il y a image de marque extérieure qui est mise à mal. Donc là, vous avez deux griefs d'accusation. En d'autres termes, là, c'est quasiment à 100% le licenciement qui est à la clé. Mais évidemment, le protocole est exactement le même. On parle de harcèlement sexuel interne et externe. Ça, c'est quand vous avez du harcèlement interne, c'est quand c'est des collaborateurs entre eux. Harcèlement externe, c'est quand vous avez un harcèlement dirigé vers un extérieur, donc par exemple des usagers. Ça peut être aussi des extérieurs qui vous en fassent. Quand par exemple vous avez allez, typiquement un collaborateur de l'extérieur qui vient travailler en prestation de service, mais qui cause du tort à des collaborateurs. Vous avez une jurisprudence classique comme ça, des agents techniques qui sont mis à disposition d'une entreprise d'accueil, enfin, entreprise accueillie, hein, donc imaginons par exemple une société, je sais pas moi, de pas moi, de réfection d'un toit ou de réfection d'un mur qui vient travailler, mais payé par l'entrepreneur dans la société dont il a la charge. Les salariés qui travaillent dans la structure sont entre elles ou entre eux et ils se font harceler sexuellement parlant par les prestataires extérieurs. Effectivement, à ce moment-là, il y a aussi une sécurisation à prendre, protocole d'alerte. Sauf que là, on va aller sur le terrain d'un terrain commercial. On va faire rompre un contrat commercial parce qu'il y a du harcèlement sexuel opéré par une société prestatrice. Et en plus, on peut aller porter plainte cette fois-ci au délit pénal. Parce que ça va un petit peu plus loin. Je pense qu'on va pouvoir clôturer du coup le webinaire, Aziz. Ben, ma foi, oui, avec plaisir. Donc, j'ai essayé d'être le plus pragmatique et efficace en une heure. Évidemment, on remplacera jamais un webinaire enfin, on remplacera jamais une formation par un webinaire. Donc, je laisse le soin maintenant à toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin de faire ce qu'il faut faire, hein, c'est s'engager vers un terrain de formation où, en revanche, là, pour le coup, dans la formation de la lutte contre le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, le référent, on vous apprendra le protocole à rédiger cette fois-ci, parce que là, je vous en ai parlé, mais on peut vous aider carrément à faire le protocole d'alerte, évidemment, parce que ça, c'est plus technique, plus pragmatique, mais évidemment, on a l'habitude de les faire et c'est un élément important dans une entreprise, bien des fois. Voilà. Et je tiens du coup à rebondir aussi sur tes propos. Nous, du coup, chez ADN, on organise, du coup, on propose en fait des formations référent harcèlement d'une durée d'un jour. Donc vraiment là, c'est l'occasion d'approfondir le sujet et puis aussi, voilà, de vous donner tous les outils pour que vous puissiez mieux comprendre les définitions, mettre en place aussi des actions de prévention, mais aussi comment réagir face à ces situations délicates. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vais vous envoyer le replay et vous pourrez me répondre si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et puis, en tout cas, merci à toi, Aziz, pour cette Avec plaisir. intervention très intéressante. Bah, merci, Pour le mois merci. d'août, du coup, exceptionnellement, nous n'aurons pas de webinaire, mais on se retrouve du coup en septembre et toujours avec Aziz pour un nouveau sujet sur les critères d'ancienneté pour C'est les critères d'ancienneté Ouais, pour les œuvres sociales et culturelles, un arrêt exactement. récent qui nous amène à nous poser énormément de questions. Voilà. Merci en tout cas à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Au plaisir, à bientôt, portez-vous bien. Merci. Au Au revoir, au revoir. revoir.